Bonjour à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Donc on a un petit peu de retard sur l'horaire. Donc voilà, nous on va vous parler aujourd'hui, donc nos intervenants vont vous parler aujourd'hui autour du thème du management féminin et masculin sur le genre influe-t-il, la façon de manager une équipe. Donc on a le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir Madame Marie-Michel, donc directrice du pôle formation et alternance donc au GEC EPI à Cournon. Monsieur Guy Lavocat, expert en management chez NS Management, et Monsieur Damien Guillonnet, business process leader chez Michelin. Donc je vais vous laisser vous présenter un petit peu après sur vos journées types, etc. Voilà. Clara, si tu veux annoncer un petit peu le WooClap. Ouais. Donc vous avez accès au WooClap, vous pouvez taper le lien qui va s'afficher tout en haut sur vos téléphones. Ça va vous permettre de poser des questions anonymement que nous, on prendra au fur et à mesure de la conférence pour les poser à nos intervenants. Donc n'hésitez pas surtout. Je vous laisse un petit peu là si vous voulez. Je vous le remettrai de toute manière après. Donc je vais commencer par vous faire une petite introduction avant de lancer un petit peu les hostilités, si je peux dire. Donc on a pris un petit peu de retard, donc c'est bien connu, les femmes peinent un petit peu à se garer, voilà. Mais bon, rassurez-vous mesdames, les hommes peuvent faire qu'une chose en même temps. Mais bon, après ils sont forts, musclés. Bon, vous aurez qu'à me regarder pour comprendre que tout ceci n'est qu'une vulgaire boutade. Comme quoi, les stéréotypes façonnent pas mal le monde d'aujourd'hui tel qu'on le connaît. Et c'est avec ces stéréotypes qu'on est venu à se poser la question du management. Y a-t-il une différence entre le management féminin et masculin par rapport aux stéréotypes qu'on peut observer dans le monde d'aujourd'hui? Et du coup, voilà, c'est pour ça que nos intervenants sont venus ici ce soir nous parler de leur expérience professionnelle autour de ça. Donc je vais vous laisser vous présenter un petit peu en détail, un petit peu ce que vous faites, votre entreprise, ce que vous faites au sein de votre entreprise, et puis vos journées types avant de commencer les questions, si vous voulez. Alors Marie-Michel, donc effectivement j'utilise le fait d'être une femme pour commencer. Voilà, merci. Donc c'est moi qui suis arrivée en retard, tout le monde l'a compris. C'était pas une boutade contre vous. Donc je suis la directrice du pôle alternance et formation au sein du groupement employeur EPI. Donc j'imagine que personne ne connaît. Et pourtant, on est le plus gros employeur d'alternants sur Clermont. L'objectif d'EPI, c'est d'assurer l'employabilité d'alternants. Donc on emploie des jeunes du CAP à Bac+5 et l'objectif c'est de sécuriser ce parcours-là afin que les alternants soient plus armés sur le marché de l'emploi plus tard. Donc voilà. Jadis, j'étais à votre place puisque j'ai fait mes études ici en management avec une complémentarité en droit social. Et depuis 4 ans, je suis coach en développement professionnel et personnel. Tout ça dans le même poste. J'ai toujours travaillé dans le développement des compétences et dans le joli terme aujourd'hui, la gestion des talents. Voilà. Bonjour à tous, Damien Guillonnet. Donc, je suis ravi d'être là, premièrement, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça me fait retourner 17 ans en arrière. Date à laquelle j'étais à peu près assis sur les mêmes bancs que vous. Il y avait un peu moins d'ordinateurs à l'époque et puis de technologie. Je ne connaissais pas le WooClap, je suis désolé. Et puis pour la deuxième raison pour laquelle je suis ravi d'être là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quasiment autant de filles que de garçons. Donc on va pouvoir vraiment parler de diversité au sens large du terme. Donc moi, j'ai 41 ans, je travaille chez un grand manufacturier clermontois
depuis 17 ans et j'ai tourné autour de la finance, de la comptabilité et des systèmes d'information depuis une quinzaine d'années. Et durant ces 2 dernières années, j'ai pris en charge une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc c'est la première expérience en management. Donc vous aurez le retour d'un jeune manager sur un métier qui est de l'ingénierie de processus comptable et financier. Voilà. Donc pour faire simple, c'est de la définition de processus comptables et financiers et la mise en place de systèmes qui supportent ces processus au sein du groupe Michelin. Voilà. Bonsoir, donc je m'appelle Guy Lavocat, je suis consultant en management dans un cabinet qui s'appelle NS Management, dont on a notre petite alternante qui s'appelle Mélissa qui est au premier rang là, qui est chargée de faire les photos pour le réseau social, mais surtout pour écouter la bonne parole. Alors moi je suis un peu l'étranger de l'étape parce que j'ai pas fait mes études à Clermont-Ferrand. Moi je suis diplômé de Saint-Cyr, j'ai fait 27 ans au ministère de la Défense. J'ai ensuite servi à la direction régionale de la SNCF comme directeur des relations sociales. Donc je faisais le lien entre la direction et les syndicats. Sujet qui va occuper mes successeurs jeudi, je pense. Et puis depuis 4 ans, 5 ans, maintenant je suis associé dans un cabinet qui s'appelle donc NS Management, où j'apporte essentiellement mon expertise en matière de performance sociale des organisations. Parce que par ailleurs, je suis très engagé sur le plan associatif, notamment les questions d'égalité, de discrimination, et notamment d'égalité entre les hommes et les femmes, qui pour moi est la matrice de toutes les égalités. Donc voilà, je suis ravi de participer à ce débat, à cette soirée, parce que je pense que c'est un vrai sujet d'actualité qui va impacter le fonctionnement des entreprises dans les années à venir, qui l'impacte déjà, avec une vraie volonté de l'État de changer la donne aussi dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, et donc de donner plus de responsabilités par conséquent aux femmes dans l'entreprise. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt que vous portez à notre sujet ce soir. Je voulais juste revenir sur le Book Lab. J'ai vu que vous aviez répondu à la question. C'est une bonne chose, mais n'hésitez pas aussi à poser vos propres questions que nous ensuite on pourra poser à nos intervenants. Voilà, le Book Lab il est vraiment fait pour ça. C'est juste si vous voulez poser des questions, on reviendra après à la fin de l'intervention. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement comme ça. Mais si vous en avez directement, vous pouvez les poser. Ça s'affichera et on y répondra à la fin des grandes questions. Donc du coup, pour vous poser une première question, on voudrait déjà connaître, vous, votre propre style de management. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui et peut-être même comment est-ce qu'il a été dans le passé et comment vous avez évolué, vous, en tant que manager et dans votre façon de manager. Moi, je suis censé avoir le rôle d'expert, mais même si je dénonce cette appellation, je veux dire, je suis sensible à la question. Alors je pourrais parler de mon expérience, mais je voudrais peut-être commencer par ce qu'on appelle l'effet waouh dans une présentation et qui est une technique de management. C'est comment attirer l'attention de son public et ensuite faire passer le bon message et dire peut-être que cette conférence aurait pu s'appeler l'impact du cycle menstruel sur le style de management et sur le leadership féminin. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris le sujet et que vous m'écouterez avec attention. Je vous dis ça sur le plan d'anecdote, mais j'ai découvert ça ce matin dans l'Obs. Donc si vous êtes intéressé par cet article, achetez l'Obs de cette semaine puisqu'il parle de l'impact du cycle menstruel sur le leadership féminin. Et donc la dame qui écrit cet article s'appelle Gaëlle Baldassari. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Kiffe ton cycle ». Donc c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser à la fois mesdames et messieurs présents dans cette salle. Oui, alors moi je voulais peut-être dire que par rapport à cette question... Alors globalement, si on devait répondre à cette question par oui ou par non, je dirais plutôt oui. Et je dirais plutôt oui pour 2 raisons. Tout d'abord pour des raisons, on va dire, génétiques. Je viens un petit peu de déflorer le sujet.
Et deuxiièmement, pour des raisons, on va dire, sociétales. Parce que le monde du management est plutôt perçu comme un monde d'hommes au départ. Quand on dit au départ, c'est peut-être à l'époque de l'homme des cavernes. Et il a évolué depuis, et il est en train de se féminiser, ou d'intégrer des éléments féminins de management. Donc on est en train d'évoluer, je pense, sur le mode de management. Et pour revenir aux critères, on va dire, plutôt de genre, c'est-à-dire les critères génétiques, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'homme, ou le mode de management des hommes, est plutôt orienté vers la conquête, avec une forme d'agressivité, un sens peut-être de la victoire, du match, du score, tout ça étant encadré par des normes dont il ne faut pas sortir, alors que la femme, c'est celle déjà qui donne la vie, qui a plutôt une philosophie de la protection, d'amener les choses avec douceur. Et donc ça j'invente rien en disant ça. Et je pense que cette façon d'être impacte forcément le mode de management. Et donc moi j'ai eu à rencontrer des femmes qui avaient changé fondamentalement, et notamment dans ma carrière militaire, le mode de management, puisqu'il y avait des femmes qui étaient en situation de commandement, et la façon de commander n'était pas effectivement la même. Il y avait une forme, alors je ne dis pas que le commandement des hommes n'est pas humain, mais il y a une forme d'humanité, ou plutôt de proximité humaine avec les subordonnés, et ça je pense que c'est le propre des femmes. Je parlais tout à l'heure de l'évolution, de cette migration vers un monde, on va dire, un management plus collaboratif, qui partage plus. Et je voudrais aussi aborder la question de la difficulté qu'ont eu ou qu'ont encore certaines femmes à accéder à des postes de responsabilité, et donc à se battre. Et peut-être, dans un premier temps, avoir un mode de management peut-être un peu plus agressif, peut-être un peu plus masculin au départ, mais une fois qu'elles y sont, je pense qu'elles savent aussi revenir à un mode de management qui leur ressemble plus. Et je voudrais terminer sur un exemple d'un échange que j'ai eu avec la DRH de l'Imagrin, entreprise locale, disons mondiale et locale, qui était, à l'époque où je l'ai rencontrée, qui était une femme, et qui avait eu un parcours international très très riche, qui n'avait jamais eu de problème de relation avec les hommes, à la fois dans les postes qu'elle avait eus en France ou à l'international, et qui s'est sentie d'une certaine façon dévalorisée ou regardée d'une certaine façon quand elle est rentrée au COMEX de l'Imagrin. C'est-à-dire que c'était la seule femme au milieu de 25 hommes, tous bien évidemment issus du monde agricole qui est assez machiste, il faut le savoir. Puisque le droit pour une femme d'être exploitante agricole est inscrit dans la loi depuis les années 70 seulement, alors qu'elles ont le droit de vote depuis 1946. Donc cet état d'esprit très machiste, mais qui est lié à l'histoire du monde agricole, elle l'a ressenti, pas ce rejet, mais le fait qu'elle était différente quand elle est rentrée en fait sur le poste le plus haut de ce grand groupe international. Donc je voulais simplement terminer sur ça, sur le fait que les femmes ont tendance aussi à s'auto-censurer dans leur mode de management, et donc pour certaines, elles sont obligées de dépasser cette autocensure et peuvent parfois paraître un peu agressives pour obtenir ce qu'elles souhaiteraient. Mais non. Évidemment, je veux réagir à ça, vous l'aurez compris. À la question, d'abord, était de quel style de management. Moi, je suis juste manager de proximité depuis plus de 20 ans. Je dirais que mon management évolue en fonction de mon équipe
et en fonction de mon humeur. Pas de mon cycle. Ne dites pas ça, sinon vous prenez ça. Pas du tout. Il évolue en fonction aussi. On oublie souvent quand j'ai eu la question, c'était de dire manager ou pas, on est des êtres humains. Et ce serait faux de dire qu'on est toujours pareil. Et je m'interdis d'être toujours pareil parce que je veux rester un être humain, sinon j'aurai un bel ordinateur. Et donc de ce fait-là, c'est faux. Je ne peux pas manager tous les jours de la même façon parce qu'il y a aussi mon caractère qui rentre dedans. Après, il y a aussi, je vous rejoins sur l'environnement, l'évolution, avec qui on travaille, nos équipes et dans quel type d'entreprise on est. Le plus classique pour moi, et je ne crois pas que ce soit parce que je suis une femme, c'est le participatif. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis un peu feignante. Et que quand les autres font, j'ai confiance en eux et je pense qu'ils peuvent faire. Par contre, voilà, mon rôle est de prendre la décision à la fin. Mais donc, du coup, je leur laisse, ils travaillent, je crois au collectif et on revient. Je peux être aussi sur du collectif, carrément, si le sujet le permet, et parfois sur du directif. Et vraiment, c'est pas en fonction de mon cycle, hein, c'est vraiment en fonction du sujet, du thème au sens dans quel environnement le sujet se met, si c'est quelque chose, un sujet, un projet, donc du coup là on est plus sur du collaboratif, du participatif, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment à prendre une décision ? Parce que pour moi j'aurais juste envie de dire c'est quoi manager, quoi. Déjà avant de passer à la notion de genre, qu'est-ce que ça veut dire manager ? Et pour moi, c'est faire tourner un manège, c'est vraiment le sens, je ne sais pas quel sens on vous donne sur votre premier cours, hein. Pour moi, ça vient forcément de l'italien managare, et qui a une notion de faire vraiment tourner un manège. Et si on voit l'image d'un manège, il y a un petit cochon, il y a un avion, il y a je ne sais pas quoi, une petite voiture, et vous voyez bien que tous ces objets sont très différents, néanmoins doivent faire tourner dans le même sens. Pour moi, un manager, c'est juste ça, c'est donner le sens. Et le sens, il est de tourner. Donc du coup, quel que soit ce qu'on a dedans, hein, on doit donner un sens. Et forcément, peut-être avec certains, je vais être directive. Peut-être avec certains, je vais être participative. Tout dépend. Vraiment, tout dépend. L'axe, c'est le sens et l'objectif que je veux obtenir. Voilà, pour moi, c'est vraiment la première question à se poser. Et après, je dirais que c'est aussi des stéréotypes que tout le monde a. Là, c'est la coach qui parle. Dans toute personne, il y a une part de masculin et une part de féminin. Et dans toute personne, on a des choses qui nous drivent, qui nous nourrissent, quel que soit notre genre. Et c'est vraiment en fonction de la personne plus qu'en fonction du genre. Et ça, voilà, c'est aussi... Manager, c'est bien connaître son interlocuteur et en tout cas bien le comprendre. Là, on reviendra peut-être après sur les qualités du manager. Et voilà, le management, il est inhérent à ça, pas au fait que je sois une femme ou si je manage des femmes ou des hommes, en tout cas pas à mon avis. Par contre, je vous rejoins sur le fait il y a des steps à prendre et ces steps-là, voilà, nécessitent effectivement d'aller au combat. Voilà, je le dis aussi d'un mode un peu... et de ce mode-là, on peut paraître plus agressive, mais c'est aussi une forme de croyance. Est-ce que quand nous, on est combative, on est agressive ou parce qu'on croit, parce qu'on est des femmes qu'on l'est, ou pas. Ça, c'est aussi un large débat, mais à mon sens, qui n'est pas... Enfin, je m'interdis de penser qu'il y a un management d'hommes et un management de femmes, etc. Je m'interdis de cela. Difficile de passer après tous ces arguments, mais je vais pas avoir grand-chose à rajouter. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai reçu très peu de formation sur ce sujet également, mais je me suis vite fait à l'idée que finalement le management ne s'apprenait pas. Vous pouvez s'apprendre, mais ce qui compte avant tout, c'est quand même un état d'esprit et des valeurs humaines. Quelqu'un m'a dit il y a fort longtemps, sois le manager que tu aurais rêvé d'être, que tu aurais rêvé d'avoir, pardon. Et je trouve que c'est quelque chose qui amène beaucoup à réflexion et où on se pose beaucoup de questions. Finalement, c'est quoi le chef idéal ou la chef idéale qu'on rêverait d'avoir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de travail ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait confiance ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous contrôle ? Et finalement, quand on se pose toutes ces questions-là, personnellement, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je vous rejoins, il n'y a pas de management d'hommes et de femmes. Je pense qu'avant tout, il y a des managements d'individus et de personnalités. Voilà. Le manager doit connaître
la personne avec qui il travaille. Et là aussi, je vous rejoins, on est des êtres humains, comme un équipier, avec des objectifs, avec un chef aussi, on l'oublie souvent, mais on a aussi un chef qui a un chef qui a un chef souvent. Et de ce côté-là, parfois on est dans des situations qui obligent d'être un peu entre le marteau et l'enclume, à adopter des styles de management complètement différents. Je ne crois pas qu'il y a un style de management, on ne peut pas dire qu'on est soit directif, soit participatif. Je vous rejoins sur le fait que l'humeur du jour compte, l'objectif qu'on se donne également compte beaucoup. Moi personnellement j'aime beaucoup le participatif, j'aime beaucoup la consultation parce que je pense que c'est responsabilisant et ça donne du sens aux équipes. Mais ça ne suffit pas. Et, les équipes, elles ont aussi besoin d'un cap. Et ce cap, pour le donner, il faut être directif souvent, ou le faire naître au sein de l'équipe. Et c'est pour ça que voilà, je ne pense pas qu'il y ait de manière de gérer des hommes et des femmes. Sinon, ça serait trop facile et ça se saurait, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de style type mono-management d'une journée à l'autre. On doit intervenir de manière différente selon les situations qui se présentent à nous. Et moi, il y a vraiment un point clé, et vous l'avez cité, si j'avais 2 mots qui peuvent caractériser mon style de management, le premier, c'est person first. On s'intéresse à la personne plus qu'à l'équipier ou au professionnel qu'on a en face. On s'intéresse à la personne. Et s'intéresser à la personne, ça permet de la comprendre et de gagner sa confiance. Et il ne peut pas y avoir de management sans relation de confiance. Voilà. Comme dans votre cercle d'amis ou dans votre famille, vous pouvez essayer d'avoir toutes les relations que vous voudrez avec n'importe qui. S'il n'y a pas la confiance qui s'installe entre l'équipier et le manager, et entre le manager et l'équipier, parce que ce n'est pas les mêmes confiances, je ne crois pas que ça puisse marcher. Je partage aussi cette idée de confiance. Enfin, je pense que c'est une base de toute façon dans l'ensemble des relations humaines. Et on avait une question justement qui rebondit un petit peu sur la génétique. C'est donc surtout une question qui s'adressait à Madame Michel. C'est est-ce que lorsqu'on est une femme, est-ce qu'il est plus facile de manager une équipe d'hommes que de femmes? Est-ce que justement, puisqu'on sait qu'on est génétiquement différent et qu'on réagit de manière différente, est-ce que vous vous adaptez justement à quand vous managez une femme ou quand vous managez un homme? Alors, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir managé les deux et d'avoir dans mon équipe aujourd'hui mixité, mais plus d'avoir managé des femmes. Donc, est-ce que c'est différent ou pas? Je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas le genre, c'est quel type de femme je manage et quel type d'homme je manage. Donc, je reviens à dire que effectivement, je peux être très directive avec un homme ou très directive avec une femme si le besoin est là. Si effectivement il y a un enjeu et qui nécessite d'aller plus rapidement, c'est aussi en fonction du cap. Il y a des gens où il faut donner du cap, du sens dès le départ, donc ça nous oblige à... Pour moi, directif, c'est pas un gros mot, hein, c'est donner le cadre et de donner le sens sans laisser trop de place à l'échange. Parce qu'à un moment donné, il faut le mettre... Quelqu'un qui débute, c'est plus rassurant d'être directif plutôt que de partir à tout va. Donc ça, c'est aussi important, à mon sens. Hein. Donc, plus facile, oui et non. Je dirais vraiment, je reviendrai, c'est de dire il faut être en phase avec l'équipe qu'on est et en phase avec soi-même. Pour moi, manager, c'est aimer les gens. Si moi, j'avais un mot à dire, c'est... éduquer, et manager, c'est éduquer. Alors peut-être là, on va mettre la notion de genre, si on va dire, vous avez dit tout à l'heure qu'on donnait la vie, c'est que est-ce qu'une femme est plus conçue pour éduquer qu'un homme? Je crois pas. Je crois que on a un côté, effectivement, quand on manage, on éduque. Ça, si vous aimez pas les gens, oubliez. Parce que qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Ça veut dire répéter. Ça veut dire aider, de tirer du bas en haut et recommencer. C'est pas comme si, c'est comme un enfant, faut pas rêver, on va pas dire une fois et les choses vont être faites. C'est pas ça, c'est pas du tout, c'est répéter. Et en cela, faut aimer les gens parce qu'il ne faut pas se décourager. Et comment on communique? Moi, je suis plus sur la notion de communication plutôt que management. C'est comment on communique avec les gens
c'est pas avec une femme on communique d'une certaine façon, avec un homme on communique d'une certaine autre façon, c'est selon la personne. Il y a personnes qui ont besoin qu'on parle d'elles d'abord, tu passes un bon week-end, comme tu as une jolie robe aujourd'hui, mais au même titre qu'un homme, on pourrait lui dire, voilà, tu passes un bon week-end, etc. Donc il n'y a rien à voir, à mon sens, avec un homme ou une femme, c'est plutôt connaître son équipe, et plutôt, je rejoins, et je trouve que le terme est joli, first, d'être sur cette notion de, on s'intéresse à l'autre et on le fait avancer. L'objectif, on doit avoir l'objectif, c'est... On doit faire grandir, donc on trouve la solution pour faire grandir, et c'est pour ça que j'aime bien le terme moi, éduquer. Je me permets de rebondir parce que vous nous avez dit que du coup vous avez rencontré un peu plus de femmes dans votre métier de manager. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard dans votre domaine ou autre, ou est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez plus de facilité à manager des femmes, ou est-ce que peut-être parce que justement c'est les femmes qui viennent plus vers vous, justement parce que vous êtes une femme? Alors, dans ma carrière, au départ, j'ai travaillé dans une banque. Donc là, on va dire que c'était mixte, hommes et femmes. Et après, j'ai été plutôt dans les ressources humaines, donc développement de talent, formation, etc. Et là, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc c'est peut-être plutôt le contexte. Et si je devais choisir, mais je n'irais l'avoir dit, je choisirais de manager des hommes. Pourquoi ? Parce que j'ai plus un caractère d'homme. Donc ça m'est plus facile. Ça m'est plus facile d'être sur une communication plus directe, plus... voilà, ça m'est plus facile, mais avec certains hommes, c'est difficile. Et avec certaines femmes, c'est facile. Donc c'est pas... voilà, vraiment... non. C'est pour ça que je reviens sur le terme, manager, c'est aimer les gens. Et il y a des gens qu'on n'aime pas. Et il y a des gens qu'on aime. Pour autant, manager, on doit manager quelle que soit son équipe. Si on les aime ou on les aime pas, c'est pas grave. On doit les amener quelque part. Donc il faut d'autant plus les aimer. C'est notre sens, il est là, c'est d'être très persévérant, patient, être convaincu. J'aime bien le mot confiance. On est convaincu qu'on va les faire grandir. Il faut avoir de l'énergie en soi. Manager, c'est... On est le matin, parce que notre énergie, on doit la donner à l'autre. Et c'est de cela aussi qu'on fait grandir. Voilà, tout ce que vous apprenez, c'est bien. Et vous en avez besoin pour maîtriser des concepts, mais surtout pour aller chercher en vous si effectivement c'est ce que vous voulez faire ou pas. Voilà. Bon, j'en aimerais bien avoir vos avis, messieurs, sur est-ce que justement vous adoptez un style différent de management envers un homme ou envers une femme, et avec lequel pour vous il a été plus facile, ou entre guillemets vous avez des préférences de travailler? Je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que vient de dire Marie, effectivement, sur la notion d'amour. Je pense qu'effectivement, pour bien, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour correctement manager, il faut aimer son équipe. Alors, comme tu disais, il y a peut-être des personnes qu'on n'apprécie pas, mais pour autant, voilà, il faut aimer le collectif. Et ça me fait penser à une directive d'un ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui disait qu'il avait sorti une directive sur le commandement dans l'armée de terre. Donc, commandement, c'est le terme militaire de manager. Et il avait dit, notamment, il y avait une phrase en baseline de cette directive qui était commander d'amitié. Donc, ça veut tout dire du mode de management, on va dire, au sein des armées. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... il faut aimer ces hommes, en fait, pour les commander, donc pour les manager. Parce qu'on est censé aller jusqu'au bout, peut-être de la mort, avec eux. Donc, il y a vraiment une relation très fusionnelle et charnelle avec son équipe. Donc ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Marie, sur la notion d'amour en management. Après, je suis aussi d'accord avec ceux qui disent que le mode de management d'une femme dans un monde d'hommes et le mode de management d'un homme dans un monde de femmes peut être aussi différent. Parce qu'il y a cette phase entre guillemets de combat dont on a parlé tout à l'heure. Il faut s'approprier l'écosystème qui est soit masculin, soit féminin, et ça nécessite aussi de revoir un peu ses prérequis en matière de management, ce qu'on a peut-être acquis dans une autre organisation, pour faire sa place. Une femme qui rentre dans un monde exclusivement constitué d'hommes, ça sera très difficile, donc elle sera obligée de se battre et de pousser des coudes pour y arriver. Et parfois, même souvent dans les organisations, on trouve que quand vous avez une individualité qui sort
de la norme, elle est obligée de surinvestir, notamment en densité de travail, pour montrer qu'elle est capable de faire plus, dont elle est obligée de faire plus pour qu'on ait le sentiment qu'elle fait autant en fait que les autres. J'imagine que je vois des jeunes femmes qui acquiescent de la tête, donc elles ont sûrement été confrontées à ce genre de challenge. Et j'imagine que pour un homme, ça doit être... Alors, j'ai jamais été dans cette situation, mais j'imagine que pour un homme, ça doit être la même chose quand il est dans un monde de femmes, où il est le seul homme et il a besoin de s'affirmer en tant que, non pas comme un clone d'une femme, mais comme homme dans un monde de femmes, et donc de changer un peu ses repères. Alors moi je vais rebondir sur ce qui a été dit. Comme dit tout à l'heure, il n'y a pas de stéréotype en se disant on va manager des femmes comme ci, puis on va manager des hommes comme ça. On s'attache avant tout à la personnalité de chacun. Il peut y avoir des femmes avec on va dire une vraie force, un vrai caractère d'homme, et puis l'inverse, des hommes beaucoup plus sensibles. Pour ma part, quand même, il y a quand même une caractéristique commune, je dirais pas dans 100% des cas, mais qui ressort quand même plus chez les femmes que chez les hommes, c'est on va dire la fragilité émotionnelle, dans le sens, une femme montera plus vite, montera plus vite dans ses émotions, dans le sens où on sent souvent une fragilité qui arrive plus vite que celle d'un homme. Alors l'homme la gère peut-être un peu mieux, la montre un peu moins, c'est possible aussi, mais c'est souvent qu'on a des larmes. J'ai investi dans une boîte de mouchoirs, elle me sert, et c'est pas pour autant que quand on pleure on est triste, mais il y a beaucoup de choses qui sortent souvent quand des femmes se livrent, qui sont pas naturelles, et je sais pas, faudra le dire, mais est-ce que c'est plus facile pour une femme de se confier à une femme que pour une femme de se confier à un homme? Ça, je peux pas vous le dire, mais sur la notion d'émotion, quand même, il y a quand même cette fragilité-là qui sort, et la manière d'aborder certains sujets sur le fond est différente quand même, avec on va dire des personnes qui ont la corde plus sensible que d'autres. Alors il y a des femmes avec qui on va être très directif parce que elles ont, on va dire, moins de fragilité émotionnelle que d'autres, et puis d'autres sur lesquelles dès lors que l'on va essayer de challenger ou de comprendre, il y aura cette fragilité qui s'exprime. Ça peut être par des pleurs, ça peut être par des je suis vexé, ça peut être c'est un peu tout ça, et c'est ce qui fait aussi la richesse du management, c'est que on ne s'adresse jamais à une personne de la même manière que l'on s'adresse à une autre. Jamais, jamais, jamais. Le message est différent, l'intonation de voix est différente, la manière d'amener les choses sont différentes, et c'est un perpétuel recommencement. En fait, dans n'importe quelle situation, lorsque votre porte est ouverte, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Tout à l'heure, on parlait de la journée type. La journée type du manager, elle n'existe pas. Il ouvre sa porte, il s'assoit et il attend. C'est un super job. Par contre, il peut se passer une journée où on va avoir que des bonnes nouvelles. Et dans ce cas-là, c'est hyper motivant, c'est même comment dire, ultra motivant, oui, c'est plus que hyper. Puis il y a des journées, on va les enchaîner. Ça va être mauvaise nouvelle de 8h à 19h, avec des choses pas sympas à dire, des messages pas sympas à faire passer. On a tous des voies de progrès, on a tous des défauts, entre parenthèses, sur lesquels on veut travailler. Dire à quelqu'un, dans une période où c'est compliqué pour elle, mais qu'on ne le sait pas, qu'il faudrait quand même qu'elle progresse sur ce point de vue-là, c'est pas si simple. Voilà, il y a tout un environnement à prendre en compte. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment savoir s'adapter dans la journée. J'ai vu tout à l'heure une question qui disait: un manager perd-il son calme? Le bon, non.
Mais des fois, il faut aller courir après, des fois, il faut aller faire du foot, il faut aller se dépenser un petit peu. Parce qu'il y a quand même de la... Voilà, des fois, un manager, c'est aussi, imprimer les émotions des autres, faire un peu le tampon. Et on n'imprime pas comme ça, on est aussi des êtres humains qui ont besoin d'extérioriser beaucoup de choses. Voilà. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire sur la gestion des émotions, qui est à mon avis une caractéristique commune du côté féminin. Je me permets de répondre, d'aller là-dessus. Je vais dans ce sens aussi, effectivement, de manager des femmes. On a des émotions plus perceptibles, du type les larmes, ça c'est clair. Et donc, du coup, la communication qu'on doit adopter, elle est... faut savoir quel sens on veut y donner. Hein. C'est pas parce qu'on a des larmes que soudainement on va être compatissant et qu'on va se mettre à pleurer aussi. Hein. C'est aussi accepter l'émotion de l'autre, accepter qu'elle sort et garder le cap. C'est aussi ça. Donc forcément, normalement, on doit avoir un mode de communication identique, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit quelqu'un qui pleure ou pas, puisqu'on doit aller dans un sens. Simplement, il faut toujours être en capacité d'entendre, si certains sont capables d'entendre il faut, je veux, moi, je veux aussi, on va plutôt dire j'aurais besoin, je te propose de... effectivement, le but peut être le même, le moyen, la communication pour arriver est un peu plus différente. Moi, pour autant, pour revenir à la question tout à l'heure que vous me posiez, quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui est vexé, parce qu'un homme, voilà, alors si je vais dans le stéréotype, un homme va se vexer, surtout si je suis une femme et je dis quelque chose à quelqu'un de mon équipe qui est un homme, ça va le vexer, parce que voilà, là, il y a un peu peut-être de la génétique, que la femme dise un truc, ça... Pour autant, je pense que notre message doit être le même, ça provoque une réaction, et moi je reste toujours positive et constructive, tant mieux qu'elle pleure, tant mieux qu'il vexe, tant mieux qu'il me crie dessus, bon pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire, pourvu que derrière il y ait de la communication, pourvu qu'il y ait de l'échange, pourvu qu'on construise, et puis pourvu qu'on aille ensemble dans la même direction. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la notion du manège, il faut que, plutôt que quelqu'un qui ne dit rien, qui ne transpire aucune émotion, qui ne montre rien, et là voilà, la confiance n'existe plus, et à mon sens, on ne va pas au bon endroit, quoi. Moi, c'est un très bon exemple. J'ai une anecdote là-dessus pour montrer un petit peu la difficulté de l'exercice. Des fois, il y a quelques mois, on a eu des relations très tendues avec une personne de mon équipe, une femme notamment, où ça a été vraiment costaud en termes d'échanges, beaucoup de frustration, beaucoup de choses à dire, un peu, on va dire, le poids du passé qui ressort sur le manager actuel. Bon, faut encaisser, faut rester calme, faut écouter, et puis derrière, se dire c'est quoi le plan d'action. Alors le plan d'action, on le décide pas quand on est dans le conflit, ou on le décide pas quand on est dans l'émotion, parce que justement quand ces situations s'expriment, on est dans de l'émotion, et quand on est dans l'émotion, on n'est pas forcément rationnel. Et tout ça pour vous expliquer qu'un an après, avec la même personne, on s'est dit finalement on a bien fait notre boulot, parce que on est passé par les pires moments. Moi j'en ai eu du mal à dormir, j'étais pas bien, et depuis on s'est dit les choses. La personne s'est exprimée sur sa frustration, elle a pu poser aussi des éléments sur pas mal de choses, elle a pu se remettre en question, comme moi je me suis remis en question. Et 6 à 8 mois après, on se dit finalement, mais comment on a pu en arriver là ? Et finalement, ça marche beaucoup mieux maintenant. Ça a été, on va dire, vraiment un masque qui est tombé aussi chez elle. Et on a pu aussi se rendre compte, on a fait un petit retour d'expérience, parce que c'est ça qui est important aussi. Quand il y a de la confiance, il y a du retour d'expérience de l'un et de l'autre, pour comprendre comment on a pu en arriver là, finalement. Et avec le recul qui va bien, et quand on se rend compte de ce qui allait pas, il y avait vraiment des choses de son côté, il y avait vraiment des choses de mon côté, mais ce qui manquait, c'était la confiance. Voilà, c'était la confiance, et cette confiance, elle s'est trouvée lorsqu'il y a eu une crise. Et je pense que des fois, les crises en management, c'est un peu comme dans l'activité ou dans les opérations, elles sont salutaires, parce qu'elles permettent de se remettre en cause. Et ça, c'est très important, qu'on soit un homme ou une femme.
Il faut aimer les gens, ça c'est clair, mais il faut être capable de toujours se remettre en cause, quelle que soit la situation. On en apprend tous les jours. Merci beaucoup. Là, il y a une petite question qui vient de tomber. Sur celle-ci. Le genre n'est pas une histoire de sexe biologique. Un homme peut manager au féminin et une femme manager au masculin. Non, pardon. Hop, je me suis trompé. C'était pas celle-là. C'était celle-ci. Pardon. N'est-ce pas plutôt une question d'ordre culturel? Le genre est un conditionnement lié aux us et coutumes et aux normes propres à une civilisation, même s'il existe des exceptions, bien sûr. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le management du coup est d'ordre culturel? Est-ce que vous pensez qu'il est partout le même ou qu'il est propre à la culture française, le type de management qu'on a ici en France? C'est un peu compliqué comme question. Hein. Moi, je pense qu'il y a forcément une partie du management qui est universelle, et puis après il y a des adaptations sur certaines règles managériales propres à chaque pays, propres au droit aussi, hein, parce que le droit, notamment le droit social, il impacte le management forcément. Hein. Quand vous êtes tenu par la loi, vous n'avez pas les mêmes façons de manager que d'un pays à un autre. Après, je pense que il y a le côté culturel. Il peut effectivement avoir une expression dans le mode de management et notamment dans la relation entre les hommes et les femmes. D'accord. Il peut y avoir, on sait qu'historiquement, je l'avais dit en introduction, le management est plutôt machiste. Il est plus impacté par les normes masculines que féminines. Maintenant, c'est en train de se transformer. Mais c'est vrai qu'il y a dans certaines communautés, dans certaines organisations, où on est encore sur du management paternaliste, parce que en fait, culturellement, la relation entre l'homme et la femme est différente. On parlait tout à l'heure du pleur, le fait de pleurer. Il y a des hommes managers qui vont dire bon, bah, c'est normal qu'elle pleure, c'est une femme. Non, mais c'est vrai. Il y a d'autres, peut-être un peu plus cortiqués, peut-être un peu plus évolués sur la chaîne de l'évolution, qui vont dire il y a peut-être un problème dans mon organisation. Donc c'est pas du tout la même façon de réagir par rapport aux pleurs d'une collaboratrice. Donc je pense qu'il y a effectivement à la fois un problème de culture et un problème aussi de compréhension de la relation entre les hommes et les femmes dans le mode de management. Et pour rebondir sur la question de la culture, alors rien à voir avec homme-femme, par contre le type de management sur des pays, on va dire, occidentaux ou plutôt asiatiques, pour ceux que je connais, est complètement différent. Sur les pays asiatiques, type Chine, Thaïlande ou bien Inde, il y a le poids du chef. Voilà, il y a le poids de la hiérarchie, et ça, on le découvre lors de sessions interculturelles, parce que des fois on peut se dire, mais on leur dit de faire les choses, ils travaillent ensemble, mais ça avance pas. Si le chef ne dit pas, dans certaines cultures, qu'il faut faire ça pour telle date, ça n'avance pas. Et typiquement, en Chine, ils sont très bons là-dessus, quand ils sont managés à la chinoise, où il y a des deadlines, où il y a des plans d'action, et tout le monde fait son job de manière magnifique. Un Français qui arrive là-bas et qui se dit « moi je vais responsabiliser mon équipe en Chine, c'est l'entreprise libérée », ça ne fonctionne pas. Parce que le chef n'a pas dit qu'il fallait faire. Pareil en Inde. Alors en Inde, on a la notion de caste aussi qui vient se rajouter à tout ça. Donc, la culture influe beaucoup, je dirais, sur le lien entre un manager et ses équipiers. Voilà. Après, sur le style de management, le manager s'adapte au contexte local. Je rajouterais que la culture, évidemment, mais surtout l'environnement. Quand tout à l'heure tu disais une femme qui arrive au COMEX, etc., c'est aussi chaque individu fait preuve de mimétisme. Si on arrive dans un COMEX où tout le monde joue les galants, je me permets de dire ça, et joue un peu vraiment de leader au sens masculin, la femme qui va rentrer dedans va rentrer en mimétisme aussi. Donc effectivement, elle va le développer, mais pas parce qu'elle veut faire le mec soudainement, comme on va vous le dire, mais c'est par mimétisme. Et ça, c'est un instinct grégaire, hein, on fait comme tous les autres. Et dans ce sens-là, voilà,
Inversement, je pense qu'un homme serait dans un milieu de femmes, il serait aussi perdu parce qu'il faut qu'il fasse preuve de mimétisme et donc du coup il va s'adapter. Moi quand j'étais consultante, j'ai accompagné quelqu'un qui était le seul homme sur 50 femmes. Tout le monde, tous ses copains l'enviaient évidemment d'être au milieu de 50 femmes. On a fait appel à un consultant moi, c'est parce qu'il était un peu en souffrance malgré tout. Parce que voilà, de se rapprocher du mimétisme pour le mieux comprendre, en fait, il a fallu lui permettre de comprendre son équipe, et en enlevant tous ces stéréotypes de dire c'est des femmes, donc il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas ça, tu as 50 personnes devant toi, et il faut arrêter de dire c'est une femme, donc il faut faire ça, c'est un homme, il faut faire ça. C'est pas du tout ça, c'est elle s'appelle comme ça, elle est comme ça, donc il va falloir aller là-dedans. Là, il va falloir faire preuve de peut-être écoute. Là, c'est une ancienne, donc appuie-toi dessus, il va sur du participatif. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, on est aussi dans une notion de tout dépend, la maturité professionnelle de la personne qu'on manage. C'est aussi ça qui détermine notre niveau de management. C'est si quelqu'un est compétent, on peut la laisser faire. Donc quand je dis compétent, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment au sens maturité professionnelle. Quand elle devient inconsciemment compétente, elle peut parfaitement faire autre chose, et dans ce cas-là, on peut aller sur un autre type d'accompagnement. Pour moi, c'est l'environnement, le changement, etc. Mais c'est surtout, on accompagne, un manager accompagne et fait grandir. Si on a ça en tête, voilà. Et j'ai vu une affirmation, même pas une question précédemment, qui disait qu'une femme doit faire davantage ses preuves pour réussir. Est-ce que vous, Madame Michel, vous avez justement eu ce genre de besoin? Tout clairement. Non, pas du tout. Pour moi, c'est pas... si dans le stéréotype, c'est ça, de dire, voilà, on doit réussir, on doit faire ses preuves. Qu'est-ce que ça veut dire, faire ses preuves? Et voilà, c'est... Je me permets de le dire parce que tout le monde pense ça, homme, femme, c'est quoi? Non, mais dans la notion de réussite, qu'est-ce qu'on a fait? Non, j'ai eu mon diplôme comme vous l'avez eu, j'ai su saisir une opportunité comme vous en aurez, mais c'est surtout à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, il faut aimer les gens, il faut aimer l'être humain au sens où de se dire, ce que tu disais tout à l'heure, de dire il n'y a pas une journée pareille. C'est... alors, je n'irai l'avoir dit, mais quand on dit faut aimer les gens, c'est du matin au soir, on va venir vous casser les pieds. Voilà, si vous l'entendez comme ça, c'est casser les pieds, c'est on va vous demander un truc, on va vous redemander un truc. Voilà, c'est pas une machine où vous êtes... donc, si vous estimez que ça vous dérange, voilà, vous le prenez au sens littéral, casser les pieds. Si c'est, c'est votre job et vous aimez les gens et vous les tirez vers le haut, vous l'intégrez. Après, voilà, une journée type, c'est ce que j'ai dit en boutade tout à l'heure, c'est avoir fini la journée en disant vous n'avez rien fait de ce que vous aviez prévu de faire dès le matin. Parce que vous avez été sollicité par quelque chose, par quelqu'un, mais après avec aussi un côté super, depuis le temps, voilà, il y avait une relation qui n'était pas très bien, et maintenant on a réussi à le dénouer, ça c'est bien fait, parce que la confiance est venue. Donc sur la notion de faut créer la confiance, c'est surtout ça. Homme ou femme, on doit créer la confiance dans laquelle on arrive. Donc effectivement, des environnements un peu plus masculins d'entrée, faut créer cette confiance-là. Est-ce qu'on est compétente à faire le métier qui, de culture ou d'ordinaire, est inverse à notre genre? À mon sens, c'est plutôt ça. Merci beaucoup. Il y a une autre petite question aussi qui est tombée, c'est celle-ci. Alors, il y a des petits micros qui font un peu de bruit. À l'heure où les problématiques sociétales semblent dépasser les notions de genre, la question d'un management genré n'est-il pas dépassée? Qu'est-ce que vous pensez de cette petite question? Je n'ai pas compris la question. Non, c'est une boutade. Le genre, c'est comment dire, c'est un cadre que l'humain s'est donné, hein, pour dire, c'est comme blanc et noir, c'est comme il ou elle, voilà, on a un homme et puis on a une femme. Moi, je reste sur ce que l'on s'est dit tout à l'heure, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un mi-homme, mi-femme, ou peu importe comment on appelle les transgenres. Ça reste une personne, avant tout, avec ses qualités, avec ses défauts. Alors, j'aime pas dire défauts, je dis plus voie de progrès ou voie d'amélioration. Mais c'est quelqu'un qui a avant tout des forces, voilà, et des qualités sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, je reste persuadé que le genre qu'on se donne sur une carte d'identité est peu important, en fait. D'accord. Très peu important.
moi, je suis un peu surpris par cette question parce que je trouve que dans certains domaines, les évolutions sociétales nous font reculer, hein, et notamment dans le domaine de la relation entre les hommes et les femmes, et en fonction des communautés. Si ce problème était réglé de l'égalité entre les hommes et les femmes, on n'aurait pas 25% d'écart de salaire entre ces deux genres, et que le gouvernement est obligé d'imposer, de réduire par ce qu'ils appellent l'indice d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, pour lesquels les entreprises ont 3 ans pour se mettre au carré pour que dans leurs entreprises il y ait égalité parfaite entre les deux niveaux de salaire. Donc je pense que c'est un combat de tous les jours, que les évolutions sociétales, effectivement, il y a une évolution culturelle de la notion d'égalité. Alors c'est pas que entre les hommes et les femmes, il y a plein d'autres sujets, là je vois LGBT, mais il y a plein d'autres sujets, hein, qui ont un lien avec les discriminations en général. Et je pense que c'est un combat de tous les jours, parce que dans certains domaines, on peut encore reculer malgré l'évolution de nos sociétés. Alors là, je vois une question assez intéressante, justement. On dit souvent que les femmes ont un management plus maternel que les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pour ma part, j'ai jamais eu de manager femme, donc je vais laisser les autres répondre. Peut-être que vous maternez vos salariés. Peut-être, mais ça doit être ma fibre maternelle, ça. Je reviendrai à dire encore que tout est question de croyance, à mon sens. Ça veut dire quoi, manager en étant maternelle ? Est-ce qu'on croit qu'une maman est plus gentille, plus affectueuse ? Je fais des câlins à personne le matin, en tout cas à mes enfants, mais pas à mon équipe. Donc voilà, première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, un management maternel ? Ça me froisse un peu comme terme. Et voilà, c'est des croyances, et c'est de nos croyances qu'on fait des stéréotypes. Et ça, voilà, c'est peut-être quelque chose à bouger, parce que c'est toujours nos croyances aussi qui nous font avoir des jugements. Donc, à partir du moment où la seule chose dont on doit être convaincu, c'est d'avoir confiance, de croire en l'autre, etc. Si on a la croyance que parce que on a une femme et on va manager de façon maternelle, voilà, je sais pas. Alors peut-être que dans cette question, il y a un peu de ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est-à-dire la part de femmes dans l'homme et inversement la part d'homme dans la personnalité d'une femme. Moi je pense que effectivement le manager femme, elle est peut-être plus sensible à tout ce qui dépasse le cercle strict du champ professionnel. C'est-à-dire l'enfant malade, les délais pour aller au travail, parce qu'elle est elle-même, en tant que manager, confrontée en tant que maman à ces difficultés ou ces pratiques du quotidien. Ce qui n'est pas malheureusement, tant qu'on n'en sera pas arrivé à une société totalement égalitaire, y compris dans la sphère privée, ce qui n'est pas le cas actuellement des managers masculins. Donc je pense qu'il y a une impétence, une sensibilité, une forme d'humanité à s'intéresser à ce qui se passe dans la sphère privée pour les managers femmes, qui peut avoir un effet sur la performance au travail des collaborateurs. Alors, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que les femmes sont sûrement plus à même d'identifier des symptômes chez d'autres femmes, d'avoir des antennes un petit peu plus développées que les nôtres. Et par contre, je trouve que la société évolue également dans ce domaine-là. Moi, je vais prendre mon exemple. J'amène mes enfants à l'école tous les matins. J'arrive au travail à 9h. Mes collègues sont souvent là avant moi. Et j'ai ce souci de l'enfant malade, de ma voiture qui démarre pas, je préférerais rester à la maison ce matin parce que je suis fatigué, j'ai vraiment besoin de me concentrer, etc. Mais ça, c'est aussi vrai pour un homme que pour une femme finalement. Et je pense que la société évolue dans ce sens où la maman n'est plus celle qui fait la cuisine, passe le balai et met les enfants au lit le soir. Heureusement, la société évolue. Et enfin, j'espère qu'elle évolue parce que
je pense que malheureusement c'est pas partout le cas, et c'est bien dommage, mais en effet ces stéréotypes encore, il faut absolument les tuer. Après je pense quand même, je vous rejoins sur l'aspect sensoriel. Je reste persuadé qu'une femme est plus à même de détecter quelque chose qui ne va pas chez une autre femme. Il doit y avoir des choses qui vous relient, mesdames, et qui font qu'on n'a pas les antennes aussi développées que les vôtres. Comme le cycle menstruel. Voilà. Alors là, toujours sur la notion de profilage des gens, dans ce cas-là, si on va être sur la notion de genre, etc., effectivement, il y a des études qui montrent que les femmes sont plus empathiques et ils sont peut-être plus du coup intuitives, et donc elles sont reliées à l'autre pour cela. Mais sur tous ces aspects environnementaux au travail, effectivement, je pense que c'est plutôt elles sont capables de voir. On est capable de voir peut-être si on a un aspect féminin en nous, hein, si l'autre va ou pas. C'est plutôt ça par rapport à la tête, voilà, des choses comme ça. Je vous rejoins sur le terme, voilà, plutôt que maternelle, je dirais la notion de sensible. Il y a une notion d'intuitivité où voilà, on est sensible. Effectivement, ça c'est un peu plus connecté. Je ne saurais pas dire si effectivement c'est l'instinct. Ouais, mais peut-être, c'est vrai. Je vais me permettre de vous poser une question qui est un petit peu étrange, mais je l'ai vu revenir à 2 reprises. C'est, pensez-vous qu'il existe des relations de séduction entre une femme managée et un homme manager, ou inversement, et une relation de compétition ou rivalité entre 2 femmes ? Bonne question. Donc, pour moi, le management, notamment le passage de la sphère personnelle ou privée à la sphère professionnelle, c'est comme quand on rentre en scène. Hein. On met un costume qui n'est pas forcément celui qu'on a à la maison, et on rentre et on joue une pièce de théâtre parce que c'est un jeu de rôle en fait. Hein, tout est jeu de rôle dans l'entreprise, hein, les relations professionnelles. Et donc dans ce jeu de rôle, effectivement, il y a une part de séduction. Ça peut être le code vestimentaire, ça peut être la façon de s'exprimer. Alors cette part de séduction, elle s'exprime aussi bien vers, je pense, vers les femmes que vers les hommes, avec des codes peut-être ou forcément différents. Mais il y a forcément une part de séduction parce que le but c'est quand même d'emporter l'adhésion d'un collectif. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens que la séduction pour y arriver. Alors, séduction, c'est un mot fort. Je pense qu'il y a de l'influence. On recherche à avoir de l'influence. La séduction est peut-être un moyen. Mais on cherche à influencer l'autre ou à le faire adhérer à quelque chose. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si on peut parler réellement de séduction. Parce que, voilà, le terme séduction, je le trouve assez fort. Et on l'utilise beaucoup dans d'autres domaines que le management. Mais on n'en est pas loin quand même. On n'en est pas loin quand même dans le sens où, en effet, on essaye de convaincre, on essaye de faire adhérer, et pour faire adhérer à un moment donné, on n'est pas très très loin de la séduction, en effet. Je suis d'accord sur cette notion de séduction. Le mot peut être mal pris si on y voit vraiment une relation, si on pousse le terme de la relation, je dirais. Mais si on ramène encore avec une notion de prise de recul, un enfant, quand il veut obtenir quelque chose, il séduit. Voilà. Et il n'y a aucune notion d'au-delà de ça. Et le plus grand séducteur, c'est l'enfant. Et en cela, je vous rejoins. Pourquoi ? Parce qu'il veut obtenir quelque chose. Donc c'est une forme de... Il veut convaincre. Donc voilà. Tout dépend ce qu'on met derrière ce mot séduction. Mais oui, qu'il y ait des notions d'aller chercher des atouts pour convaincre l'autre. Oui, mais je suis d'accord aussi, ça passe par la tenue vestimentaire, ça passe par la communication qui va bien, le mot qui va bien, l'aide qui va bien. Voilà, est-ce que... oui, mais c'est pas forcément négatif. C'est aussi la relation humaine qui est comme ça. Enfin, c'est plus plaisant, et ça, c'est, si on prend du recul aussi, de discuter avec quelqu'un qui nous accompagne, qui va dans notre sens, qui... Ben, ça nous séduit plus que quelqu'un qui est en conflit avec nous, voilà, parce que ça va nous convaincre. Donc du coup, forcément, est-ce que cette notion-là, oui, ça existe, oui.
Peut-être qu'on va rester dans du stéréotype ou peut-être pas, mais je voudrais vous demander si vous étiez du sexe opposé, comment est-ce que vous appréhenderiez votre rôle en tant que manager? Est-ce qu'il y a des choses qui vous effraieraient ou vous diriez au contraire que pour certains aspects ce serait plus facile? Je vais me lancer. C'est Michel Sardou qui chantait Être une femme. Je passerai pas toute la chanson. J'ai du mal à me projeter en tant que femme, réellement. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Là encore, je pense que la sensibilité serait encore plus forte. Et ça influerait sur le style d'interaction avec les équipiers. Sur le reste, je pense pas que ça changerait grand-chose. Je sais pas si j'aurais également les mêmes objectifs que ceux que j'ai aujourd'hui. Si voilà, ça tient à beaucoup de choses. Je ne connais pas l'aspect maternel, je connais l'aspect paternel. Donc, je ne sais pas si voilà, le côté d'être maman, le côté d'être une épouse, le côté d'être une femme, tout simplement, fait en sorte que la relation au travail est différente ou pas. Je ne sais pas. Je suis ravie d'être une femme. Et ouais, j'ai du mal. Je dirais qu'en termes de management, non, je pense que ça changerait strictement rien. En tout cas, pas dans l'entreprise dans laquelle je suis, sincèrement. Après, je vous rejoins aussi sur la notion une femme. On a pris cette casquette de la super-héroïne qui doit gérer vie professionnelle, l'épouse parfaite, la manager parfait, la maman parfaite. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est que des croyances. Parce que qui nous oblige à être ça? Personne. Donc du coup, voilà, ça peut-être qu'on a cette pression-là, un peu, qui est environnementale, sociétale, ou qui est juste inhérente à nous. On s'est mis ça dans la tête qu'il fallait qu'on réussisse tout. Mais je ne crois pas que ce soit demandé. Et de temps en temps, voilà, faut savoir juste être bien dans ses baskets et de dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour compléter et pour donner mon avis, moi je pense que ce serait différent et difficile. Parce que au lieu d'avoir un métier, j'en aurais 2, peut-être 3, à assumer de façon aussi performante les uns que les autres. Je ne sais pas, quand vous faites si on devrait faire des statistiques sur le nombre d'écoles qui appellent la maman au travail plutôt que le papa au travail quand un enfant tombe malade ou quand il arrive quelque chose à la maison. Ça, c'est les managers hommes, ils ont, pour 99% des cas, ils n'ont pas à gérer ce genre de problématiques et ça n'impacte pas le quotidien de leur activité professionnelle. Donc, je pense que là aussi, il y a encore beaucoup de combats à mener pour qu'on arrive à ce que les directrices d'école ou les directeurs d'école appellent plutôt le papa que la maman quand il y a un problème avec un enfant, maladie ou autre. Je partage tout à fait, ça c'est aussi réel, où on entend aussi oui mais moi je suis en réunion, oui bah, la femme elle l'est pas. Mais c'est aussi je pense inconsciemment une vraie volonté de la femme, une vraie volonté de la maman, que ce soit la maman qu'on appelle. Donc là voilà, je ne sais pas si on doit critiquer, je pense qu'il y a aussi une notion inconsciemment qu'on veut ça, parce qu'on veut ce rôle aussi de maman en même temps qu'autre chose. Et ça, je ne crois pas que ce soit que la société, enfin que les directrices d'école qui ont. Il y a aussi une notion de. Ça nous arrange bien quelque part. C'est là qu'on voit que la femme est compliquée aussi. Hein. Bon ben, je vais m'en aller. Et est-ce que vous pensez qu'il existe encore aujourd'hui un plafond de verre dans l'évolution des femmes au travail ? Est-ce que justement, nous-mêmes les femmes, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on ne s'enferme pas, entre guillemets, dans ces stéréotypes ? Je pense qu'il y a un changement de génération quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les différents COMEX ou
des grands groupes, la parité n'est pas là, hein, et elle est loin d'être là. Et quand on regarde également l'apparence des femmes qui sont dans les comex, je rejoins exactement ce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de mimétisme. On voit beaucoup de femmes avec une main de fer qui ont adopté un comportement d'homme pour survivre au milieu des hommes et monter à ses responsabilités. Par contre, je trouve que la jeunesse arrivant, les générations changeant, le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes sur Terre, tout simplement, fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent managers et il y a de plus en plus d'équipiers qui grandissent et d'équipières qui grandissent et qui ont vocation à devenir managers également. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de combats encore à gagner, mais il y a quand même un changement de génération où la femme n'est plus vue comme, on va dire, la maman qui fait tout à la maison. Elle devient elle est un acteur à part entière de l'équipe au sein de l'entreprise. Il reste quand même ce problème de rémunération qui fait qu'à la fin, bon, voilà, les paroles sont là, il faut que ça se concrétise dans les faits. Mais je crois réellement que le plafond de verre, s'il est encore là, il n'a plus très longtemps à vivre. Et si on va plus loin que le monde de l'entreprise, j'espère et je crois qu'un jour, on aura une présidente de la République. C'est justement une question qu'on a, c'est si la femme est plus sensible que l'homme de façon générale, selon vos propos, alors pourquoi avons-nous autant d'hommes en tant que managers, chefs d'entreprise et chefs politiques ? Oui, alors moi je ne suis pas aussi optimiste que toi. Je pense que non seulement il y a un plafond, mais il peut y en avoir 2, 3, 4 plafonds de verre en fonction des types de femmes, de leur origine sociale, de leur couleur de peau, du fait qu'elles portent un voile ou pas, qu'elles soient handicapées ou non. Donc on peut rajouter autant de plafonds de verre qu'il y a de problèmes de discrimination pour empêcher les femmes d'arriver au même niveau de responsabilité que les hommes. Tout à l'heure, j'ai parlé de 25% d'écart de salaire moyen des femmes comparé à celui des hommes. On peut, puisque le débat est actuel sur les retraites, vous voyez bien que disons, les chiffres montrent qu'il y a 28% d'écart entre la retraite d'un homme et celui d'une femme, parce que les femmes ont des carrières plus hachées, et un taux d'absence plus élevé du fait notamment de la maternité, mais aussi parce que toujours le coup du coup de fil de la directrice d'école, parce que l'enfant est malade, donc les journées d'enfants malades sont plus supportées ou, on va dire, consommées, entre guillemets, par les femmes que les hommes. Et donc forcément, les progressions de carrière sont plus difficiles, parce qu'elles ont accumulé moins de compétences et de stabilité dans leurs différents postes à responsabilité. Donc effectivement, l'enjeu des années à venir, c'est qu'on puisse faire tomber au fur et à mesure ces plafonds de verre, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail pour y arriver. Mais c'est un système à un moment donné qui encourage ces stéréotypes et puis ces difficultés pour les femmes d'être traitées, on va dire, avec égalité. À nous de le changer, ce système, à nous de faire en sorte que les hommes soient moins hommes, soient plus ouverts. C'est peut-être pas gagné en politique, en effet, parce que une femme, du fait de la maternité, du fait de l'aspect maternel, a peut-être moins de temps à consacrer à des activités politiques ou associatives ou je ne sais quoi qu'un homme. Ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres, de l'équilibre dans les couples. Je pense quand même que tout ça a tendance à se rééquilibrer aujourd'hui, et tant mieux. Maintenant, à nous de changer le système et de faire en sorte que une femme a un salaire égal à celui de son collègue pour le même travail rendu à un moment donné. Voilà. En tout cas, on n'a pas de consigne pour dire qu'aujourd'hui une femme doit toucher moins. En tout cas, moi j'en ai pas, et si j'en avais, je m'offusquerais contre, mais on n'en a pas. Donc il y a un historique qu'on traîne comme un boulet, il faut s'en détacher.
Pour moi, il n'y a pas de plafond de verre. C'est une vraie notion de ce que veut la femme. Et un peu comme tu l'as très justement dit, on est compliqué. Et ça, il faut le valider. C'est qu'effectivement, on veut réussir. N'oublions pas notre vie de maman et notre vie de professionnelle. Et donc, c'est un choix. Non pas un choix en termes de compétences, on n'est pas moins armé, etc. C'est une notion de temps. Vraiment une notion de temps qui nous ouvre à d'autres choses ou pas. C'est un choix. Mais aujourd'hui, je pense qu'une femme prendrait le choix de décider d'être présidente de la République, je pense qu'elle pourrait l'être. Je fais abstraction de cette notion de discrimination, etc., et de salaire, mais si elle voulait l'être, je pense qu'il y a moins d'interdits. Et autre élément qui va niveler un petit peu les choses, c'est que les générations comme vous êtes arrivent avec des idées différentes sur la notion de la place du professionnel et de la place du personnel. Et de ça va refaire redescendre tout le monde. Voilà, les jeunes, aujourd'hui, c'est pas... on va développer, enfin le terme est peut-être pas dit, cette notion de papa, ce que tu évoquais tout à l'heure, la place du père dans cette relation-là est en train de se changer, la place du perso est en train de se changer, donc naturellement, c'est pas forcément la femme qui va monter, c'est aussi l'homme qui va descendre pour arriver à quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc voilà, c'est du changement qui est en train de se faire, mais qui se fait aussi dans les mentalités... moi, je croise des jeunes qui disent « Mais non, moi, je vais m'occuper du bébé comme la maman. Les congés paternité sont là pour le montrer. Donc, il y a des évolutions et c'est plus une notion de genre. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, une notion de culture. Dans les pays nordiques, on est vraiment dans ces évolutions-là, en tout cas dans ces états. Après, certains métiers, certaines catégories, etc., ce sera plus peut-être compliqué, mais il y a des choses... Je me trompe peut-être, mais dans le commandement, il y a bien... c'est une femme qui est au commandement d'un navire... ou qu'il a été. Oui, voilà, il y a des choses qui ont évolué dans ce sens-là. Je vais prendre des exemples très concrets, parce que c'est vrai que ça peut paraître insignifiant, mais on a une femme qui est à la tête d'une grande puissance européenne, c'est Angela Merkel. Voilà, elle y est arrivée. On parlait de mimétisme tout à l'heure. Angela, c'est pas la plus féminine de toutes, c'est clair, mais elle est quand même à la tête d'une puissance européenne. On a eu récemment aussi différents arbitres dans des sports, que ce soit au football, au rugby, féminins, qui interviennent dans un monde d'hommes. On nous aurait dit ça il y a 15 ans. Je pense que personne ne l'aurait cru. Chez Michelin, dans le COMEX, il y en a moins une, mais je dirais même 2 femmes, et ça c'est aussi une vraie nouveauté. Dans le COMEX, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de femmes. Voilà, les choses évoluent, prennent du temps, mais je vous rejoins sur le fait qu'il faut qu'il y ait vraiment une volonté de carrière aussi, et il n'y a pas de raison que les femmes n'arrivent pas à avoir la carrière d'un homme pour la même activité. Alors justement, ça me permet peut-être de rebondir à un sujet connexe qui est celui de la politique des quotas. Vous connaissez ce terme, hein. C'est-à-dire ce que les Américains appellent la positive action, c'est-à-dire imposer par la loi et par la contrainte les entreprises ou les organisations à prendre X femmes dans les conseils d'administration, etc. Ce qu'a fait la loi de 2007 sur les conseils d'administration, qui impose, au moins pour les entreprises de plus de 10 000 employés, d'avoir 40% de femmes au conseil d'administration. Alors c'est conseil d'administration mais pas COMEX. Donc on se rend compte qu'avec le temps, le fait de simplement laisser le choix aux dirigeants d'aller vers plus de parité dans la gouvernance des entreprises, ça n'a pas eu vraiment d'effet. Donc c'est la loi qui a été obligée d'imposer cela, et ça l'est aussi pour le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Donc moi je suis plutôt partisan de contraindre, comme on contraint pour le handicap, les 6% de travailleurs en situation de handicap, même si certaines entreprises le contournent indirectement pour arriver à ces 6%, parce qu'en France on a du mal à y aller de soi-même, donc la loi impose de plus en plus des normes pour atteindre ces objectifs. J'avais une question aussi, tu peux remonter s'il te plaît. Merci. Qui va rebondir justement parfaitement à ce que vous disiez, c'est ne pensez-vous pas qu'à vouloir une parité parfaite, on finisse par tomber dans une discrimination négative vis-à-vis des compétences réelles des individus, un petit peu comme ce que vous disiez par rapport au quota que maintenant on impose qu'il y ait 40% de femmes.
Pardon. Je pense que si on est arrivé au quota, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on n'est pas arrivé à faire prendre conscience aux individus, aux managers, à la collectivité, que tout le monde y gagnerait avec plus de mixité et de diversité. Parce que la diversité et la mixité, c'est une richesse sans nom, c'est un peu comme l'intelligence collective. Hein. Donc, à un moment donné, je pense que la sanction, elle est là, et pour faire bouger les choses, elle est indispensable. Maintenant, faire de la discrimination positive pour répondre à cette sanction-là n'a aucun sens. En effet, avoir des listes, je sais pas, je peux prendre des exemples aux différentes élections, avoir tous les titulaires qui sont masculins et puis tous les suppléants qui sont des suppléantes, on est peut-être à parité, mais ce n'est pas de la parité réelle. Donc je pense que voilà, c'est un mal nécessaire, mais ça ne permettra pas d'atteindre les objectifs, parce qu'à un moment donné, il y a toujours des moyens de détourner les lois, que ce soit sur des listes, que ce soit via d'autres procédés. Mais c'est un changement de mindset qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et moi, je crois encore au changement de génération, au fait que voilà, la femme trouve de plus en plus sa place dans cette société. Et par rapport à... Oh, pardon, allez-y, je vous ai coupé. Je pense qu'effectivement, cette pensée de dire que ça serait de la discrimination positive peut faire peur et se dire, voilà, on oublie les compétences. Pour moi, on est dans un ensemble, donc forcément, à un moment donné, les compétences vont se faire. La compétence, elle s'acquiert aussi. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre de la mixité, effectivement, une femme qui peut-être est un peu moins compétente qu'un homme à un moment donné parce qu'on a répondu à un quota, mais de la compétence, elle va l'acquérir, ou elle devrait l'acquérir, et ce qu'elle apportera en tant que mixité sera peut-être plus performant que si on était rentré que sur un mode compétence. Pour moi, je pense qu'il faut le tenter. Voilà, là, c'est pas une réponse exacte. Ce que je vous dis, je me dis que, voilà, avec le temps, ça peut être quelque chose de bon, parce que forcément, c'est compliqué de dire, voilà, c'est de la discrimination positive. Tu fais le rapprochement avec les personnes en situation de handicap. Je trouve ça dur. Forcément, c'est déstabilisant, on modifie, il faut accompagner, etc. Mais au final, j'ai rarement entendu une entreprise qui a pris quelqu'un en situation de handicap et qui dit ça s'est mal passé, ça a nécessité peut-être un chemin différent. Et bien là, c'est pareil, on parle de compétences. Les compétences, c'est un chemin à acquérir, et voilà. Donc oui, la loi vient protéger au sens où imposer, et de là, on va construire avec un dessin différent, et je le trouve bon, moi. Je pense que, en fait, quand on regarde l'exemple américain, la positive action, en fait, c'est un passage, c'est une étape. C'est-à-dire que c'est l'étape qui a permis de faire tomber des barrières, ce qu'on appelle les plafonds de verre, l'autocensure de telle catégorie ou minorité, et on peut l'appliquer au secteur féminin. C'est-à-dire, on l'a dit, il y a des femmes qui s'autocensurent parce qu'elles ne se projettent pas dans tel type de fonction, managériale notamment, ou dans tel secteur, parce que c'est plutôt un monde d'hommes. Donc cette discrimination positive, c'est une voie de passage. Et si je prends l'exemple des universités américaines, par exemple, ils ont appliqué la discrimination positive dans les années 70 pour faire entrer des blacks, des étudiants noirs dans les universités américaines. Et vous savez que depuis à peu près une dizaine d'années, certaines universités américaines ont fait tomber ces quotas, parce que naturellement, il y a un flux d'étudiants issus des minorités visibles qui rentrent dans les universités américaines. Donc en fait, c'est rentré dans la culture estudiantine ou de l'éducation et de l'enseignement supérieur américain. Et donc il n'y a plus besoin de ces quotas. Donc c'est un peu le pari qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut contraindre dans un premier temps, mais en espérant que la contrainte ensuite fera rentrer dans les gènes la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette notion naturelle, oui. Très bien. Et du coup, par rapport à tout ça, comment vous expliquez le fait qu'il y a encore beaucoup d'hommes, qu'on soit obligé de contraindre pour amener un certain quota de femmes? Comment vous expliquez qu'il y a encore autant d'hommes et que ça n'ait pas changé, que ça évolue pas très très vite à ce niveau-là?
Dans l'entreprise, enfin, dans le monde professionnel en général, et pas que dans le monde professionnel, dans le monde associatif, dans le monde politique, dans tout ce que vous voulez, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez influer, mais sur lequel vous n'aurez pas d'impact immédiat, c'est la perception des autres. Et c'est le mindset des autres, la façon de penser des autres. Je pense que dans ce type de changements majeurs, parce que ce sont des transformations à mettre en œuvre, c'est des transformations de société, comme on a pu avoir avec l'avortement, pour le droit à l'avortement pour les femmes, comme on a pu avoir pour le droit de se marier pour des personnes homosexuelles. Ce sont des transformations de société, mais demandez aujourd'hui, faites un sondage pour savoir qui est pour le mariage homosexuel, bien que la loi soit passée, il y a des tonnes de personnes en France qui sont contre. Et il n'y a que le temps et le fait que ça rentre dans les gènes, que ça rentre dans les mœurs. En effet, l'exemple en Amérique est très bon. Il y a 50 ans, on aurait parlé de ça. Personne n'aurait dit que c'était possible en 2019. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le changement, de la transformation. Ça passe des fois par des personnes qui partent, des changements de génération. Et puis on peut quand même croire au fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à changer leur manière de penser. Ça arrive aussi, c'est pas, malheureusement pas les plus nombreux. Et puis il y a cette nouvelle génération qui pousse avec de nouvelles idées, parce qu'on les a éduqués comme ça, parce qu'ils ont connu que ça aussi. Et voilà, ça peut être des transformations qui prennent 50, 60, 100 ans des fois. Je pense aussi qu'il faut faire preuve d'humilité, de regarder la position des femmes il y a quelques années en France. Je parle au moins que de la France. Le droit de vote, quand est-ce qu'on l'a acquis? Le droit de travailler, tu parlais du monde agricole. Les évolutions, elles sont spectaculaires. Ça date pas c'est pas si vieux que ça au final, hein, sur une échelle de temps. Donc, je trouve moi qu'on évolue et qu'on évolue bien, et que les choses doivent devenir naturelles. Et pour devenir naturelles, il faut du temps. Effectivement, le changement et du temps. Par contre, la place de la femme a toujours existé. Et ça, voilà, moi, je suis super positive là-dessus, parce que même du temps des rois, etc., où c'était que l'homme qu'on mettait en face. Tout le monde le sait, dans tous les livres d'histoire, c'est écrit le poids de la femme derrière, qui était derrière. Donc, la femme a un cerveau, elle l'a toujours eu, elle l'a toujours démontré, elle n'en avait pas le titre. On est sur le chemin d'avoir le titre et le cerveau, donc tout va bien. Je crois aussi qu'il faut, on parlait de la France, c'est vrai qu'on est franco-français, hein, on est focalisé sur notre pays. Il faut regarder aussi ailleurs qu'en France, notamment dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie, même en Russie, etc., l'Ukraine. Bon, bref, il y a plein de pays où la place de la femme est loin d'être celle que l'on a en France, mais ça viendra aussi. Et toutes ces transformations prennent énormément de temps. Vous nous avez parlé des changements de génération. Est-ce que vous avez des petites anecdotes par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui ont changé par rapport à votre expérience? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont beaucoup changé? Oui, alors les changements de génération, ça fait partie du manager, ça aussi. Moi, il y a 17 ans, ça me paraît hier, mais en fait, en voyant des personnes arriver dans l'équipe, et quand on voit les dates de naissance, on prend un sacré coup de vieux. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le second effet qui se coule, c'est quand il commence à vous parler et qu'il commence à vous expliquer comment il voit les choses, alors que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Et le rapport au travail aujourd'hui est complètement différent de celui que je pouvais avoir à mon époque, et de celui que vous pouviez avoir bien avant nous également. Et celui qui tout ça sera différent de ceux qui vont naître dans les années futures. On parle de génération X, Y, Z. Je ne sais pas comment ils vont appeler la prochaine. AA, AB. Chaque génération a vit avec son époque. Des petites anecdotes, quand on vous parle d'applications, smartphones, de nouveaux logiciels, de nouvelles applications, j'ai un exemple dans la salle, de personnes qui n'ont pas 30 ans aujourd'hui, on ne comprend pas, ou du moins on essaye de comprendre, mais on met plus de temps.
on met plus de temps. Voilà. Sur l'aspect technologique, je croyais pas être comme ça un jour, mais comme le WooClap je commence tout à à être l'heure. en rupture en fait. Pourtant j'aime bien ça, et je commence à être en rupture et je veux pas devenir un vieux. Voilà. Comme quoi, l'aspect générationnel a peut-être plus d'impact que le genre sur le management. Oui, à mon sens, c'est plus. Aujourd'hui, ça bouleverse plus les entreprises que la notion d'hommes et de femmes, puisqu'effectivement, là encore, c'est une notion d'accompagnement au changement. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai changement. Les jeunes que vous êtes veulent une vraie mixité entre le pro et le perso. Et ça, pour nous, entreprises et les organisations, c'est une vraie révolution parce qu'il y a certains codes qu'on n'imaginait pas en démarrage de carrière. On se disait, bon, ils ne peuvent pas oser se faire ça. Et en fait, vous le faites. Et je ne peux pas dire aujourd'hui si vous avez raison ou si vous avez tort. C'est juste de dire c'est différent par rapport à ce qu'on a connu. Et pour moi, voilà, c'est toujours bien d'évoluer aussi. C'est un manager idéal, c'est quelqu'un qui est adaptable. Donc adaptable, c'est adaptable au genre, adaptable à la génération, adaptable à l'environnement politique, à l'environnement légal. Enfin voilà, ce qu'on nous contraint, c'est on doit s'adapter en permanence et surtout être positif et constructif. Donc du coup, pour moi, voilà, les générations, elles nous amènent, comme moi, ma génération a amené aux plus vieux, etc. Elles nous amènent, mais nous contraint un peu. Voilà, donc du coup, c'est nous fait évoluer et c'est pas toujours sans souffrance. Donc moi, je me sens souvent un peu vieille. Moi, je pense que la nouvelle génération pas de managers, mais de collaborateurs managés, elle est beaucoup plus sensible au système de valeurs que porte à la fois l'organisation et le manager. On a une génération qu'on appelle X, Y, Z, je ne sais plus à quelle lettre on est, millésime on est, qui est une génération qui est très sensible à ça et qui est capable, même si elle est très bien rémunérée, de claquer la porte parce qu'elle ne se retrouve pas dans les valeurs, dans le sens. Tu parlais de sens tout à l'heure. Le sens au travail, la direction donnée par le management sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est un élément nouveau dans le marché du travail. Nous, on fait du recrutement, aussi à NS Management. Et on essaye d'expliquer aux futurs patrons, à celui qui recrute, que le rapport de force dans le monde du travail, il a changé. C'est-à-dire que le rapport de force, il n'est plus le candidat qui cherche à tout prix un poste et qui est capable, d'une certaine façon, de se plier à la façon de voir du futur patron, ou de celui qui va recruter, mais qu'il est capable, parce qu'il a eu un pressentiment ou parce qu'il y a eu une phrase de travers dans l'entretien de recrutement, de dire toi tu ne m'intéresses pas parce que je sens que tu ne corresponds pas au système de valeurs que je recherche dans la boîte où je veux aller. Donc il est capable d'aller, alors surtout s'il est sur je dirais des compétences de niche très recherchées, il va être encore plus exigeant par rapport au système de valeurs que va porter le recruteur dans le secteur. Et donc on a des secteurs très spécifiques, par exemple l'aéronautique, qui travaillent de plus en plus sur ce qu'on appelle leur marque employeur, c'est-à-dire comment je garde mes talents et comment surtout j'en fais venir de nouveaux, parce qu'il y a des vraies problématiques de turnover trop fréquents dans leurs équipes par rapport à cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Alors, moi j'ai une anecdote à ce sujet pour montrer un petit peu le changement de génération. J'avais un alternant il y a quelques années avec lequel ça s'est bien passé, et puis vient le moment où l'alternant s'en va, et puis bilan d'apprentissage et entretien préalable d'embauche. Voilà, bon, je laisse passer le truc. Je reçois un message de la part du service du personnel, votre candidat s'est pas présenté. Ah, bon, très bien, ça doit être une erreur, je vais vérifier. Mais il m'a simplement dit qu'il avait match de basket ce jour-là et qu'il n'avait pas pu aller à l'entretien. Voilà. C'est une autre vision des choses. Alors là, je peux vous dire, je suis tombé de ma chaise. Mais voilà, c'est une autre vision des choses. Alors moi, je vous disais que j'ai 200 alternants comme salariés, donc des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Effectivement, les alternants sont capables de nous dire des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant.
Moi, j'ai cru qu'il y avait vidéo gag dans mon bureau des fois. Parce que, voilà, un jeune ne s'est pas présenté au travail un lundi matin parce que sa copine l'avait largué le week-end. Et il me l'a expliqué, voilà, sans émotion, rien, en me disant « Mais Madame Michel, je ne peux pas travailler aujourd'hui, quoi. » Et je l'ai regardé en me disant « Ça va t'arriver d'autres fois et il va falloir aller travailler. » Voilà, c'est des choses qui sont aussi... c'est une place qu'effectivement nous n'envisageons pas, mais qu'on commence à, je ne dis pas à tolérer, mais à comprendre que les jeunes peuvent réfléchir comme ça, et donc du coup qu'on amène en codification, en culture d'entreprise, que ça ne se fait pas. Parce qu'en fait, voilà, on nous amène à réfléchir sur des sujets sur lesquels on n'avait pas travaillé jusqu'à présent, et qu'effectivement, voilà, que c'est peut-être mieux de faire un entretien plutôt qu'un match, à voir, mais... Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Et comme on est tous voués à rentrer très bientôt dans le monde professionnel, qu'est-ce que vous auriez à nous donner comme conseil en tant que futur manager et ou même futur manager aussi, premièrement? Alors, je vais juste peut-être rebondir sur ce que je disais sur la question de la pièce de théâtre. C'est-à-dire, je pense que pour autant, on joue un rôle quand on est manager, mais il faut rester soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surjouer son rôle parce que de toute façon dans la relation managériale il y a beaucoup d'humains et si vous êtes à côté de votre réelle personnalité, ça se verra tout de suite et ça risque de créer un biais en fait au sein de votre équipe. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est effectivement montez sur scène mais restez vous-même. Je rejoins complètement. Je reprends la phrase que je disais tout à l'heure. Soyez le manager que vous auriez rêvé d'avoir. Essayez de faire de votre mieux. Bienveillance, de l'écoute, de l'empathie. Voilà, tout ça donnera les socles de la confiance pour construire une relation plus large après avec vos équipiers. Donc ça, c'est sur la façon de manager. Et faites du management parce que vous aimez ça. Ne faites pas du management parce que vous avez fait des études pour ça ou parce qu'on vous force à faire ça. Vous avez le droit de dire non en entreprise, le management, c'est pas forcément pour moi. Okay, alors là, on a beaucoup parlé de management hiérarchique, hein, c'est-à-dire vous êtes le chef de... Il y a d'autres types de management qui sont tout aussi compliqués que le management hiérarchique. C'est le management fonctionnel, c'est-à-dire que vous animez des réseaux pour lesquels vous n'avez pas de lien hiérarchique. Donc c'est encore autre chose qu'il faut apprendre. Mais voilà, le management, c'est pas une fin en soi. Ça plaît ou ça plaît pas. Pour ceux qui ont de l'appétence, faut y goûter pour voir si ça plaît ou ça plaît pas. Mais voilà, ne vous forcez pas à aller dans cette voie. Il y a plein d'autres métiers dans l'entreprise que de faire du management. Maintenant, en tant qu'équipier, allez-y, bougez-vous, montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes pas la jeunesse qu'on nous dépeint de partout, qui n'a pas envie de travailler, grosso modo. Donc voilà, faites vos preuves, soyez humble dans ce que vous faites. Je crois que l'humilité est très très importante, tant pour un manager que pour un équipier. On n'arrive pas en disant je sais tout à la sortie de l'école. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que si vous cumulez un petit peu toutes ces qualités, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Je crains quand même qu'en sortant de l'école et de vous mettre directement en position de management, c'est peut-être des situations qui sont un peu risquées, où on peut se brûler les ailes, parce que ça demande un petit peu d'expérience, ça demande un petit peu de voir comment ça se passe dans l'entreprise, les relations interpersonnelles. Et voilà, donc après manager une équipe de 3 personnes et puis manager une équipe de 70, c'est pas pareil du tout. Mais voilà, je pense que vous avez toutes les qualités pour bien performer en entreprise. Et surtout, n'oubliez pas, on n'apprend pas, enfin on en apprend tous les jours pour faire du management, mais on l'apprend sur le terrain. Voilà, vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, ça peut vous faire penser à certaines choses, certaines techniques. Par contre, ça s'apprend sur le terrain. Et sur le terrain, c'est le contact avec les autres. Difficile de compléter tout ce que vous avez dit, je partage entièrement. Je rajouterais peut-être le fait d'être positif et optimiste. Il faut que vous osiez, quoi. Osez croire en vous, osez croire en ce que vous avez appris, osez croire à vos choix, osez croire que la société vous donnera la place, c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, des managers, il en faut.
voilà, c'est plutôt ça être positif malgré ce qu'on dit effectivement des générations. Moi, je crois au contraire que vous avez la chance que tout est, voilà, il y a un autre monde qui se crée. Hein, si on n'a pas parlé de développement durable, etc. ce soir, mais il y a un autre monde qui est en train de se dessiner, et c'est vous qui allez le manager. Et je trouve que voilà, vous allez être aux manettes d'un truc que nous, voilà, et ça c'est chouette. Croyez en vous, quoi. C'est oser. Et puis vous allez payer nos retraites, donc vous avez tous intérêt à bien travailler, voilà. Donc à fond, pour que nous on puisse avoir une retraite dorée, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention ce soir. Je pense qu'on pourra retenir que même si le genre aujourd'hui est toujours dans nos mœurs, c'est pas la chose principale qui va définir le management. Ça va être la capacité à comprendre l'humain, à s'adapter à différentes situations et aussi les écarts générationnels. Merci beaucoup. Puis on avait un petit cadeau aussi à vous donner pour vous remercier d'être venu ce soir. Waouh. Non, il n'y a pas de lecture, c'est à manger, c'est à boire. Vous voulez la photo? C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, il y a des questions dans C'était très intéressant, très bien organisé. Après, pour tout ce qui était le contenu, qu'est-ce qu'on retient, c'est qu'en fait, il faut essayer d'oublier tous ces stéréotypes et la femme a autant la place que l'homme en tant que manager. Je trouvais cette conférence très intéressante, que ce soit dans le fond ou la forme. Les questions étaient bien posées, on a eu des réponses concrètes, donc le genre n'influence pas forcément la façon de manager. Je reviens exactement sur la vie de Manon, j'ai trouvé ça très intéressant. Autant sur la forme, c'est très participatif, chacun c'est sur la forme d'un débat, donc on peut donner son avis, donc je trouve ça intéressant plutôt que les conférences qu'on va pouvoir habituellement.